Ça c'est fait. Comme ça on pourra le remettre en ligne. Et donc, on va corriger cet exercice 4 sur les miroirs semi-réfléchissants. Alors, c'est une base qui va en fait permettre d'étudier par la suite les interférences qui ont lieu sur un miroir semi-réfléchissant. De quoi c'est constitué? On a un système optique, c'est simplement deux dioptres plans, d'accord, qui laissent passer 50% de la lumière et qui réfléchissent 50% de la lumière en théorie. Mais on va voir que ces coefficients de réflexion et de transmission, ils peuvent être différents. Et justement, c'est ce qu'on va mesurer. Alors, d'habitude, l'épaisseur qui sépare les deux dioptres, c'est constitué par du vert. Là, tout ce qu'on fait, on considère qu'on est toujours dans de l'air. D'accord? Qu'on soit dans le milieu incident ici, c'est de l'air. On a un premier dioptre. Il va se passer quelque chose ici. Et ensuite, on va avoir un second dioptre, ici, où ça va se réfléchir. Donc, en fait, on va oublier le phénomène de réfraction, puisqu'il n'y en aura pas, puisque les deux milieux sont totalement identiques. Alors, les deux diodes sont séparés par une épaisseur E de 2 microns. On éclaire le premier dioptre avec un faisceau monochromatique sous une incidence qui est donc mesurée par rapport à la normale, qui est ici, avec un angle I. Il y a une partie qui va être transmise sans être déviée, vu que les deux milieux sont identiques, avant le dioptre et après le dioptre. Et une partie va être réfléchie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier faisceau ici qui est réfléchi, c'est ce qu'on va appeler le faisceau numéro 1. Et ensuite, il y a un deuxième faisceau, celui qui est transmis, qui va aller en B, qui va se réfléchir en B. Et ici, c'est vrai, il revient au point C. Il pourrait y avoir une partie de réflexion, il y a aussi une partie qui va être transmise. Et ce qui nous intéresse, justement, c'est ce deuxième faisceau qui est transmis au point C. Et qu'est-ce qu'on veut étudier? C'est l'interférence qui va y avoir lieu entre le faisceau 1 et le faisceau 2. Ces deux faisceaux ici, ils vont pouvoir interférer de façon constructive ou de façon destructive. Et qu'est-ce qui va jouer sur cette interférence, si elle est constructive ou destructive? C'est la différence de marche qui existe entre le faisceau 2 et le faisceau 1. Donc en fait, à ce niveau-là, il faut regarder quelle est la différence de marche entre ce point et ce point. C'est facile. Il y a le passage AB pour le faisceau 1 et pour le faisceau 2, il aura parcouru lui AB plus BC. Donc il faut qu'on arrive à déterminer cette grandeur. On vous reporte les angles I en une incidence qui est ici, qu'on retrouve également ici, puisque le faisceau n'est pas dévié, continue tout droit. On fera un autre exercice dans le chapitre suivant, où, cette fois-ci, l'épaisseur E, ce sera une épaisseur de vert, donc il va y avoir un indice, et donc il va y avoir un angle de réfraction à calculer. Et donc I ne sera pas le même en incidence au point A qu'en incidence au point B. Il va être différent. Et on retrouve également l'angle I au niveau de C dans ce triangle rectangle ABC. Donc, l'exercice tel que je l'ai fait ici, je le guide. D'accord? En général, c'est pas fait comme ça pour le BTS. Ce qu'il demande le jour du BTS, c'est directement question 4. D'accord? Ou question 3, un peu plus, avec un petit détail en plus à l'intérieur. Mais en général, ce serait que la question 4. Donc là, on va faire justement la démonstration de la différence de marche au fur et à mesure. Donc la première chose, il vous demande d'exprimer la longueur AB, la longueur BC et la longueur AD, puisque c'est celle-là qui nous intéresse pour pouvoir calculer ensuite cette différence de marche. Donc déjà, tout ce qu'on peut dire, c'est que AB et BC ils sont identiques vu qu'on a un triangle isocèle. Ça sera facile. Donc une fois qu'on aura calculé AB, on aura également BC. Voilà pour le contexte. Donc je vais repasser en mode tableau. De façon à ce qu'on calcule la longueur AB et la longueur BC. Alors je vais reproduire le schéma. Ce sera quand même beaucoup plus pratique du point de vue visuel. Et de toute façon, ça fera vous faire sur la mesure aussi. Alors, premier dioptre, deuxième dioptre,
un rayon qui arrive sous une certaine incidence, ça vous prenez un peu comme vous voulez, un angle, il n'est pas dévié. On prend la normale pour faire nos mesures d'angle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'angle I. Ici, le faisceau se réfléchit, donc de façon symétrique. Et là, à peu près. Et il y a aussi une réflexion qui a lieu à cet endroit. Ça, c'est ce qu'on appelle notre faisceau 1. Ça, ce sera notre faisceau 2. Donc, on retrouve l'angle I ici, on retrouve l'angle I à cet endroit, également ici. Et en plus, si on prend la projection orthogonale du point qu'ils appellent, donc là on a A, là on a C, là on a B, et le point B, c'est le projeteur orthogonal du point C sur le rayon 1. Voilà ce qu'on a, et on retrouve notre angle I à cet endroit. Voilà pour notre schéma. Alors, ce que l'on va faire, on va d'abord exprimer AB. Une petite expression de AB. Et aussi le BC, puisque c'est identique. Les grandeurs sont totalement identiques. Alors, comment on va faire? Ce que l'on connaît, c'est notre angle I. Et en plus, on connaît également l'épaisseur qui sépare nos deux lames. Donc, on connaît ce côté. Ce qu'on souhaiterait, c'est obtenir l'hypoténuse. Et par rapport à l'angle I, on connaît le côté adjacent. Quelle est la relation trigonométrique qui lie le côté adjacent et l'hypoténuse? Est-ce que c'est le sinus, est-ce que c'est le cosinus, ou est-ce que c'est la tangente? Une chance sur trois. Exactement. Donc, on va exprimer le cosinus de l'angle I. Cosinus I, c'est donc le côté adjacent, c'est-à-dire celui-là, d'accord, ici pour E, divisé par l'hypoténuse, c'est le AB qu'on cherche, ou le BC, puisqu'on a dit que c'était pareil. Ce qui nous permet d'en déduire que AB est égal à quoi? À E divisé par cosinus. Voilà pour AB et pour BC. Donc celui-là, facile. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le AD. Donc là, expression de AD. On est toujours à AD. Alors, pour avoir AD, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'angle I, ça c'est sûr. On cherche le côté opposé. Ça, c'est le côté adjacent, on ne va pas pouvoir l'obtenir. Par contre, l'hypoténuse ici, je pense qu'on peut l'obtenir assez facilement. On va voir comment. On va déjà pouvoir relier le côté opposé à I avec son hypoténuse. Donc ça fait intervenir quelle grandeur trigonométrique? Sinus, cosinus, tangente. Donc, je répète, là, on a cet angle I. On cherche à déterminer AD, qui est le côté opposé à notre angle I. On va pouvoir obtenir, je pense, la grandeur AC qui correspond à l'hypoténuse du triangle ABC. Donc, quelle est la relation trigonométrique qu'on va utiliser pour lier I, AD et AC? Sinus, cosinus, tangente. Oui, c'est le sinus, exactement. On peut dire que sinus de I
dans le triangle ABC, c'est l'opposé, donc AD que l'on cherche, divisé par l'hypoténuse AC qu'on ne connaît pas. Donc, il va falloir que l'on détermine ce terme AC. Pour faire ça, en fait, on va revenir dans le sens précédent, parce que AC, c'est le côté opposé également à l'angle I. Et on connaît notre hypoténuse maintenant, on connaît aussi le côté adjacent. Donc, comme on veut le côté opposé, ça va être assez facile. Oui, tu peux brancher ton micro. Il correspond à quoi exactement le E que vous avez fait dans la relation de cosinus I? Ici, c'est la distance, c'est ça, c'est aussi la distance. D'accord. Ça va? D'accord, d'accord. Oui, très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, nous, ce que l'on cherche, ce truc-là, comme on a un triangle isocèle, ABC est isocèle. Donc, le côté opposé à l'angle I, c'est la moitié de AC. Donc, ce que l'on peut dire, on a une autre expression pour sinus I, c'est le côté opposé, donc AC divisé par 2, divisé par l'hypoténuse. Sin opposé sur hypoténuse. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Je vais plutôt utiliser la tangente, en fait. La tangente, ce sera l'opposé sur l'adjacent, puisque l'adjacent, en fait, c'est E. Ça va être plus simple à établir. Ce qui me permet de dire que dans ce cadre-là, AC, ça va être 2 fois E fois la tangente de l'angle I. Et donc, au final, je peux exprimer ça, je peux le remplacer là-dedans, ce qui me permet d'avoir que sinus I est égal à AD divisé par 2E tangente. Et donc, AD est égal à 2E sinus I tangente. Alors, c'est pas glamour, hein, comme ça, comme expression, mais on va la mettre sous une autre forme. On verra pourquoi à la fin. On va pas laisser la tangente telle qu'elle. Donc, comment est-ce que vous pouvez exprimer d'une autre façon la tangente d'un angle? Une idée. J'attends. Donc le but, en fait, c'est de ne plus avoir de tangente. Alors, tangente, on peut aussi dire que c'est égal à sinus divisé par cosinus. Donc ça, on peut le réécrire comme étant AD, c'est 2E sinus I multiplié par sinus I sur cosinus I. Et en fait, on a sinus au carré. Sinus fois sinus, ça fait du sinus carré. Alors, là, moi, je me les remémore. Vous ne les voyez pas, mais c'est pour moi après. Je garde mon schéma. Et donc, de là, on peut dire que AD est égal à 2E de sinus carré I sur cosinus I. Voilà notre expression de 2E. Et là, on a répondu à la question 1, puisqu'on a exprimé AD, donc BC, et on a également AD,
qui va nous permettre justement de reprendre et de répondre à la question suivante. L'expression de la différence de marge delta entre les faisceaux 1 et les faisceaux 2 dans le cas d'une incidence I quelconque, c'est-à-dire que l'angle I a une certaine valeur qui est différente de 0. Bonjour Baudour. Voilà ce qu'on a. Alors, deuxième, est-ce que je peux effacer le tableau de droite, la partie droite du tableau? Et donc on va maintenant exprimer cette différence de marge. Au BTS, si vous avez un truc sur les interférences, clair et net, le plus dur, c'est l'expression de la différence de marge. De expression de delta. Alors cette différence de marge, c'est la différence delta qui va être égale au chemin parcouru par le faisceau 2 pour arriver au point C, moins le chemin parcouru par le faisceau 1 pour arriver au même niveau orthogonalement que le point C, c'est-à-dire le point D. Donc on va dire que ça va être A BC moins AD. Et comme on a montré, on voit que le triangle ABC est un triangle isocèle, on peut dire que c'est 2 fois AB moins AD. Et les grandeurs AD et AD, on les a exprimées à la question d'avant. Donc au final, delta, ça va être 2 fois E sur cosinus I, moins AD, qu'on a montré égal 2E sinus carré I sur cosinus I. Voilà pourquoi je suis passé par la tangente, parce qu'au moins je faisais apparaître un même dénominateur. Et j'ai même un facteur commun. J'ai 2E sur cosinus I qui peut être factorisable. Donc j'ai delta est égal à 2E sur cosinus I, facteur de quoi? De 1 moins sinus carré. Et là, ça va être vachement plus simple. Parce que 1 moins sinus carré, si vous avez bien suivi le cours de trio au lycée, c'est égal à quelque chose de spécifique. C'est l'indice de l'air qui est légèrement supérieur ou non à celui du vide. Oui. Alors, mais pour le moment, l'indice, on s'en fiche, puisqu'on est dans le même milieu. Ah, oula, j'ai ma connexion qui bug. C'est bon, ah bien. Il y a eu la connexion qui a sauté. Donc, comment je peux exprimer 1 moins sinus carré de façon super simple? On l'a déjà vu. Pas d'idée? Alors, petit rappel de trio. Un cercle égaux. On prend un angle quelconque.
Bon, voilou. C'est bon? Super de connexion. Alors, donc, je suppose que vous n'avez pas vu mon cercle trigo. Donc, cercle trigonométrique. Quel est le rayon d'un cercle trigonométrique? C'est toujours 1. Donc, cette longueur ici vaut 1. Et on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce petit triangle. Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit le théorème de Pythagore? C'est que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Or, ça, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc, 1 au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, cos carré, plus le cos carré qui est là, le cos carré qui est là, et sin carré qui est ici. Donc, vous avez 1 qui est égal à cos carré, plus sin carré. Donc, si vous écrivez 1 moins sin carré θ, c'est égal à cos carré θ. D'accord? Et donc, ce 1 moins sinus carré θ, ben, je vais le remplacer par cosinus carré θ. Et au final, je vais avoir un cosinus qui va simplifier. Et il va me rester une expression toute simple pour ma différence de marche. On va faire là. On va avoir delta qui est égal à 2e sur cosinus i. Et à la place de 1 moins sin carré θ, j'écris cosinus carré. Et au final, il y a 1 du carré qui simplifie avec le dénominateur. Et j'ai donc delta qui est égal à 2 cosinus i. Voilà l'expression de ma différence de marche. Donc on est parti d'une expression assez complexe pour arriver à quelque chose de très simple. Et encore, on a vachement à simplifier. Parce qu'en général, en BTS, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pas un rayon qui a un angle d'incidence I quelconque, mais il arrive à la normale. Donc, avec un angle I qui vaut 0. Donc, si en plus I est égal à 0, cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, la différence de marche, c'est juste égal à 2 fois l'épaisseur de la lame. Et ça, je pense que ce sera à la fin. Est-ce que ça va pour la question 2? Question 3. Alors, je reviens. Hop. Le coefficient de réflexion d'intensité du premier miroir est de 0,35 et le coefficient de transmission 0,65. Quelle doit être la valeur de R' afin d'obtenir un contraste maximum? Ok. Je vais enlever les micros, les webcams, parce que je crois que c'est ça qui fait bugger la connexion. Voilà. Alors, on fait... Donc, petit 3, c'est le calcul du coefficient de réflexion du second miroir. Calcul de F'. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'un faisceau traverse un dioptre ou rebondit sur un dioptre, il va perdre une partie de son intensité. Ce qui est logique parce qu'il y a une partie de l'énergie au point A qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie. Forcément, l'énergie se sépare.
Prends notre temps, on va y arriver. Donc je reprends. Je disais que sur le premier miroir, il y a 35% de l'énergie qui est réfléchie. Le reste sera transmis avec une transmission donc de 0,65. Je vous rappelle qu'on considère qu'il n'y a pas d'absorption d'énergie, donc la somme de la réflexion et de la transmission doit être égale à 100%. Et il va se passer le même phénomène au point de... Il y a une partie qui va être transmise et une partie qui va être réfléchie. Mais on ne sait pas combien encore. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la réflexion qui se passe ici. Là, on va aussi avoir une transmission. Alors, pour que le contraste entre le faisceau 1 et le faisceau 2, pour que le contraste de l'interférence soit maximal, c'est-à-dire qu'on voit cette interférence de façon optimale, il faut absolument que les énergies contenues dans les deux faisceaux soient identiques. Donc ce qu'on veut, c'est avoir la même énergie dans les deux faisceaux. Donc ça, il va falloir le marquer. Alors, comment on va marquer ça? Le contraste de l'interférence entre les faisceaux 1 et 2 sera maximal Alors, comment on va mettre ça si leurs intensités sont identiques? Leurs intensités, on va noter I1 et I2 sont égales. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à exprimer l'intensité des faisceaux 1 et 2 en fonction de l'intensité incidente que l'on a, qu'on va appeler I0. Au départ, on a une certaine intensité I0. Quelle est l'intensité qu'on recueille? Par exemple, I1, I1 est égal à quoi par rapport aux caractéristiques du dioptre? Comment est-ce qu'on exprime I1 en fonction de I0 dans ce cadre? C'est une idée. Oh, trop compliqué. Pas besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie de l'énergie incidente, de l'intensité incidente, qui va se répartir en transmission et une partie en réflexion. Quel est le pourcentage? Non, on se met des cartes, on fera ça après. Pour le moment, pas besoin. Quelle est la quantité d'intensité, si vous voulez? Pas très beau comme terme, mais quelle quantité je retrouve dans mon rayon 1 de l'intensité du départ? 100-35, ça aurait été pour la transmission. Donc non, au contraire, on a ce facteur de réflexion qui se retrouve dans le rayon 1. Donc c'est 35% de ce que j'avais au départ. En fait, on va noter R fois 0. Oui ou non? Ah oui, c'est tout. Pour le moment, attends. Est-ce que ça vous semble logique? Dans l'énergie qui est contenue dans mon rayon 1, c'est 35% de ce que j'avais dans mon rayon initial. C'est tout ce que vous avez à comprendre. D'accord? Alors, si vous avez compris ça, quelle est l'énergie qui est contenue dans mon rayon 2 par rapport à ce que j'avais au tout départ dans I0? Pour arriver en 2, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe pour le rayon?
Déjà, il arrive au point A. Au point A, il subit quoi, ce rayon? Donc, tu m'as dit R fois I0 plus I1. Wow, comment tu réfléchis là? Je comprends pourquoi I1 il n'a pas, I1 il n'a pas à intervenir, puisque I1 est complètement indépendant. Il est ici. Moi, ce que je veux, c'est une expression qui me donne I2 juste en fonction de I0 et des paramètres de nos diodes. Alors, il ne faut pas que I2 fasse... Non. Faites le but, oui, il faudra que I2 fasse 35%, ce sera le but. Mais là, on ne sait pas encore. Mais alors, elle ne change pas. Qui ne change pas? L'intensité? C'est ce qu'on veut, c'est qu'il faut qu'il soit identique. Mais pour pouvoir avoir cette condition d'identicité, d'égalité, il faut qu'on arrive à exprimer l'intensité qu'on obtient au niveau du rayon 2 en fonction des coefficients R, T et R' pour pouvoir choisir le bon R'. C'est ça le but de la question. Si je vous remets la question, hop, on voit bien, hop, quelle doit être la valeur du coefficient de réflexion R' du second miroir afin d'obtenir un contraste maximum. C'est-à-dire, quelle valeur de R' sur ce second miroir je dois utiliser afin d'avoir les mêmes intensités en 1 et en 2. C'est ça la question. Donc, comment vous pouvez m'exprimer I2? R' fois I1. Je suis pas d'accord. Parce que I1, c'est l'intensité de ce faisceau. C'est pas l'intensité de celui-là. Donc ça marche pas. R fois T. Presque. Alors, il faut bien voir. D'abord, pour arriver au faisceau 2 ici, on part de I0. Ce I0, il est d'abord transmis. D'accord? Donc il y a un facteur de transmission qui apparaît. On continue, on arrive au point B. Et au point B, pour obtenir ce faisceau 2, qu'est-ce qui se passe? Quel est le facteur qui va intervenir là? T'as l'idée? Monsieur, je vous entends plus. Pourtant, mon micro marche. Petit souci technique. C'est bon, je t'attends, hein. Pas de souci. J'essaie de le résoudre. J'ai du son de mon côté, ok. Alors, Caro, oui, en effet. Valéria, t'as résolu? T'as pas cliqué sur le haut-parleur en haut, à côté du micro, etc. Déjà, clique sur le haut-parleur à côté du micro, en haut à gauche. Et tu me dis. Je suis con, elle entend pas. Bon, elle se déconnecte. Bon, attends qu'elle revienne. Les autres, c'est bon? Boudour, je te vois pas, je t'entends pas. Je suis sûr, elle est devant son écran. Elle est même pas devant son écran.
Valérie est de retour. Tu m'entends? Ah, Boudou réagit. Je voulais juste te faire pitié un peu. Valérie, t'as du son ou pas? Bon. Il n'y a même pas de réponse. Les autres, pas de soucis en point de connexion. Tu as cliqué en haut à gauche à côté de ton micro. Tu as la main, la webcam, le micro et le haut-parleur. Clique sur le haut-parleur. Bon, elle s'est déconnectée. Bon, faut qu'on avance. Tant pis. Avançons. Donc, on a bien I0 qui est transmis une première fois. Ensuite, elle est réfléchie en B. Et ensuite, elle arrive au point C. Et là, elle est encore transmise. Donc, on a encore un facteur T. D'accord? Comme on veut, c'est-à-dire, en fait, on a T carré R' I0 pour I2. Pour avoir un contraste d'interférence qui soit maximal, nous, ce qu'on fait, il faut absolument que I1 et I2 soient identiques. Donc, on veut I1 égale I2. Et comme on a des expressions pour I1 et I2, on a juste à dire que c'est R I0 qui doit être égal à T carré R' I0. Et donc les I0 se simplifient. Et vous obtenez une expression pour R' qui va être égale à R divisé par T carré. Et ça, on a plus à calculer. Le son est de retour. Miracle! Alors, on va faire l'application numérique. Et on va se retrouver avec R'. Donc R qui est à 0,35 divisé par la transmission Kikiki Valéria. Hop, vas-y. Micro branché. Vous pouvez juste réexpliquer. Oui, je le fais. Donc, on était resté là. I2, donc on part de I0. I0 au point A est transmis, d'où le facteur de transmission qui arrive. Il arrive au point B où il est réfléchi avec un facteur R'. Et quand il arrive en C, il est de nouveau transmis pour faire le rayon 2. Donc au final, on a bien du I0 fois du T au carré fois du R'. Et maintenant, ce que l'on veut, pour avoir un contraste des interférences, ça bug, ça bug. Bon, ça va repartir. Est-ce que jusque-là c'est bon, Valéria, t'as entendu? Jusque-là c'était bon? Alors je refais. On reprend. Là, j'ai un rayon d'intensité I0. Au point A, il est transmis avec un facteur T. D'accord?
Il arrive au point B, où il est réfléchi avec un facteur R'. Ce rayon se propage, et pour former le rayon 2, il est encore une fois transmis avec un facteur T, qui apparaît ici. Et donc ce que j'ai bien U2 qui va être égal à T fois T, donc T carré, fois R' par rapport à I0. Est-ce que ça c'est bon déjà pour cette expression de I2? Oui ou non? Ok. Ensuite, deuxième étape, on veut, pour avoir un contraste des franges d'interférence qui soit maximum, on veut absolument que les deux faisceaux aient la même intensité. C'est-à-dire que I1 soit égal à I2. Ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai plus qu'à dire que RI0 doit être égal à T carré R'0. Ce que j'ai là. Les I0 se simplifient, et je peux donc exprimer R' en fonction des paramètres de transmission et de réflexion du premier. Donc R' est égal à R sur T carré. Et on calcule, donc on a 0,35 sur 0,65 au carré, qui nous donne que le paramètre de réflexion du second miroir doit être égal à 0,35 divisé par 0,65 au carré à 83%. Allez. Donc en fait, si on veut obtenir des interférences, et ça, quand est-ce qu'on va l'utiliser ça? Pour faire des surfaces anti-reflets. La surface du fond doit avoir un indice de réflectivité qui soit beaucoup plus important que l'indice de réflectivité du premier. Sinon, on n'arrivera pas à optimiser nos interférences destructives de façon à détruire le reflet qui a lieu sur la surface de la lunette. Non, il n'y a pas d'unité, puisque c'est un pourcentage par rapport à ce qui rentre. Donc, pas d'unité. Ça va? Je peux continuer? Ok. Et il restait une question. On suppose à présent que les miroirs sont éclairés sous incidence normale. Calculez l'ordre d'interférence pour une radiation bleue, vert et rouge. Donc, en 4, ordre d'interférence. Alors, première chose, il faut voir qu'on est sous incidence normale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être en incidence normale? Sous incidence normale, ça veut dire qu'on arrive perpendiculairement à la surface de séparation. Donc, ça veut dire que I est égal à 0,2 degrés. Et dans ces conditions, ainsi, comme delta est 2E cosinus I, ça va simplement vous falloir 2E, tout bêtement. Donc, la différence de marche entre vos deux faisceaux, c'est juste 2 fois E. Caroline, c'est quoi T? Pas compris. R' non plus n'a pas d'unité. Répétez la question. Alors, j'ai peur que si j'affiche le truc, ça s'affiche pas. 1, 2, 1, 2, ouais. Mais j'ai une connexion. La question, là vous la voyez? On suppose à présent que les miroirs sont éclairés sous incidence normale, donc vous avez un pi qui est égal à 0.
On vous demande juste de calculer l'ordre d'interférence pour 3 radiations différentes, une bleue, une verte et une rouge. D'accord? C'est le seul truc qu'on vous demande. Ah, T égale 0,65. Oui. C'est bon maintenant? Oh la vache, ma connexion qui est pourrie. Non, ça va mieux. Ça bouge. Non. Donc, j'ai une différence de marge qui est égale à 2E. Et maintenant, par définition, ça il faut que vous le sachiez, quelle est la définition de l'ordre d'interférence? Par définition, l'ordre d'interférence est, alors on note P en général, pas dans ton cas, delta divisé par lambda. C'est-à-dire que comme delta pour nous c'est 2E, ça va être 2E sur lambda. On applique à faire nos applications numériques. Donc on va faire l'application numérique. Il demande d'abord pour le bleu, on va appeler ça PB. Ça va être 2 fois 2 micromètres pour l'épaisseur, donc 2 × 10⁻6, divisé par la longueur d'onde bleue qui choisit, 400 nanomètres. 700 10⁻9. Donc ça fait 2 fois 2, 4 sur 400. Ça fait du 10-2, 10-7, 12. Ça fait 100. 10, pardon. D'accord? Ça, c'est l'ordre d'interférence pour le bleu. Ensuite, le vert, 570 nanomètres. Donc c'est le même calcul. 2 fois 2, 10⁻6. Sur 570, 10⁻9. Là, par contre, j'ai donné une calculette. 4, 10⁻6, divisé par 570, 10⁻9. Je trouve 7. Ça, c'est 0,02. On le laisse en entier. Et enfin, pour le bleu, pour le rouge, 2 fois 2, 10⁻6. Et ils prennent combien pour le rouge? 700 nanomètres. 700, 10⁻9. Et là, je trouve, voilà, c'est 0, 5, 8, 7. C'est-à-dire à peu près 6. Ok. Voilà. Ce qui revient à calculer. Alors ces nombres, à quoi ils correspondent, on le verra un peu plus tard. C'est bon. Donc, ça, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Ces nombres, on saura les interpréter un peu plus tard. Ça va être le nombre d'un... Ah la vache!